guides a strap up off the shoulder older. If you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just won't fidget. Amis de KMT, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Conversation. Avec qui on va converser aujourd'hui? Ben voilà, tout le mystère est là. Un conteur, metteur en scène, dramaturge, comédien. Alors, tout ça dans une ambiance que vous connaissez déjà. C'est comme si nous sommes dans un salon en train de discuter. Voilà, donc je reçois, voilà le mystère, Monsieur Jocelyn Regina. Oui, bien le bonsoir, chers amis, bonsoir aux téléspectatrices, bonsoir aux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là. Oui. C'est vrai, lorsque j'ai reçu ton coup de fil, instantanément, j'ai dit oui. Voilà. Alors que d'habitude, je me donne toujours un temps de réflexion. Mais je ne sais si c'est votre envergure d'accord, nationale qui me ramène ici. Eh bien, moi, je ne cache pas aux téléspectateurs que c'est mon deuxième essai pour avoir M. Jocelyn Regina et que j'étais ravie quand il m'a dit oui. Oui, sincèrement, c'est un plaisir d'être là. Et puis, c'est vrai, à un moment donné, c'est vrai de faire un focus sur ce qu'on a pu faire durant de longues années. Oui. C'est aussi bien. Tu me donnes cette occasion-là. Vous me donnez cette occasion-là. Non, mais tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Alors, parce que beaucoup de personnes connaissent Jocelyn Regina, qui ne connaît pas. Mais, dans cette émission, nous découvrons plus en profondeur. Il y a peut-être des petites anecdotes qui vont ressortir. Donc, on fait mieux connaissance avec le personnage, vraiment, avec sa vie, enfin, le fil de son parcours. Donc, je suis ravie. Voilà. Comment ça va? Eh bien, j'aime répondre à cette question en disant que j'essaie de garder une idée d'avance. D'accord? Je maintiens l'essentiel. Voilà. Et garder une idée d'avance, tout simplement dire, c'est d'avoir une prospection sur le futur immédiat et puis d'essayer de faire en mieux, d'être mieux avec soi-même. Tout à fait. Donc, c'est ça ma fait. Voilà, donc tu continues à te bonifier. Oui, c'est ça aussi l'importance. Continuer à se bonifier. Bonifier intellectuellement, se bonifier spirituellement. Donc c'est une comme tu dis, c'est une perpétuité dans ce travail mental. J'ai même pas envie de dire physique, parce que je fais beaucoup moins de sport maintenant. Oui, mais... Donc je vais reprendre ça plus tard. Oui. Mais c'est vrai que je continue à me bonifier. Voilà, de toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre. Oui, on n'a jamais fini d'apprendre, et puis je me suis donné ça comme... c'est aussi le credo de ma vie. Donc toujours apprendre des textes, toujours. Comme je te disais à l'instant en entrant, pendant que j'étais dans la salle d'attente, tu vois, j'ai pris mon portable, je lis, et je tombe sur une phrase de Victor Hugo qui dit « Chaque phrase, chaque syllabe épelée étincelle ». Et je trouve ça extraordinaire. Donc c'est comme ça, donc je retiens. Alors, on va partir de ton enfance. Ouais. Alors, comment on peut te décrire quand tu étais petit? C'était une enfance qui est spéciale, vous allez voir. Ouais. Mais est-ce que tu étais calme? Ouais. Est-ce que tu étais sioueur, comme on dit chez nous? Comment tu te comportais? Je pense que j'avais une double personnalité. C'est comme beaucoup d'enfants. Je pense certainement qu'à la maison, j'étais assez gentil. Puis ça dépend des professeurs à l'école. J'étais assez calme, assez gentil parce qu'il y avait une dame, elle connaissait ma maman, elle faisait classe pour moi. Donc j'étais très gentil. Tu avais intérêt à te tenir à KO, surtout qu'à l'époque. À me tenir à KO, surtout à l'époque. Mais oui, si la maîtresse disait, maman, il a été insupportable là. C'est vrai que ma mère, et c'était très bien. C'est ce que je dis souvent. C'est une éducation à l'ancienne, donc une vie difficile. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait tenir les enfants. Donc, quand il fallait donner des cours, il fallait redresser, parce qu'on était trop sûr. Donc, elle utilisait... Tu as pu, comme tout le monde, des petites fessées, quoi. Oui, comme tout le monde. Si on appelle ça des petites fessées. Mais je veux dire, et puis liento marin, comme elle disait. Oui. Non, moi, c'était la ceinture. Oui, il y a eu ça aussi. Tuyau de l'eau, ce genre de choses. Mais ça comme je dis souvent, ça ne m'a pas tué. Donc, c'est-à-dire que c'était nécessaire aussi par moment pour comprendre. Oui. D'accord? Donc, je dis qu'il ne faut jamais désespérer de nos enfants, mais pour comprendre, parfois, je ne dis pas qu'aujourd'hui, que c'est le fait d'avoir... Il y a une évolution. Je parle d'une époque précise. Je parle de moi. Donc, c'est vrai que par moments, j'étais très sûr, très bagarreur, ne respectant pas, aimant partir jouer avec les copains. Donc, il est arrivé des fois que lorsque la maman donnait une consigne qui était non respectée. Donc, quel sévice. Oui. Mais bon, ça ne m'a pas... Après réflexion, ça ne me dérange pas. OK. Alors, la famille est originaire de Basse-Pointe, aussi bien que papa que maman. D'accord? Oui. Mais pour des raisons évidentes, maman est descendue à Fort-de-France
pour subsister, puisqu'à l'époque, il fallait lutter pour s'en sortir. Ah oui, c'est une époque, je disais, les années 60. C'est aussi la fermeture des usines. Oui. Dans l'usine de Basse-Pointe a fermé, je pense, en 63, qui était à Gradis, ça ferme en 63. Donc c'est aussi à cette époque-là qu'il y a cette espèce d'exode. Vers la ville. Vers la ville, tout le monde descend. Oui. Donc ma mère aussi est descendue comme beaucoup d'autres, puisque ma mère, à cette époque-là, n'était déjà plus avec mon papa. Donc souvent quand je demande à ma maman de me raconter cette histoire, de leur histoire commune avec mon père, elle me dit, elle me dit, la vie privée, moi, pas concernée. Donc je ne pouvais pas dire davantage ici, d'accord? Mais seulement, je sais que ma mère est descendue à Fort-de-France, elle est arrivée à Trinel en 1970. Et c'est à partir de là que j'ai découvert la ville, découvert les quartiers, et puis me suis inscrit dans je dirais tout simplement dans ce monde-là, dans le monde urbain. Tout à fait. Ouais. Alors, c'était quand même une enfance difficile parce que l'habitation était difficile d'accès, il fallait longer une rivière. L'habitation, on parle de Gradis. Oui. Non, je peux rapidement, puisque nous fouillons. Oui. Non, c'est vrai que je suis alors, il y a maman à l'écran, hein? Oui. Ah oui, c'est ma mère. Je porte son nom d'ailleurs, Regina, donc je porte le nom de ma mère. Donc c'est une femme qui s'est beaucoup battue. Donc on s'est beaucoup battue dans la vie, pratiquement toute seule pour m'élever. Puis je dis m'élever parce que ma petite sœur est arrivée 8 ans après. Donc c'est-à-dire qu'il y a une différence entre moi et ma sœur. Mais puisque nous parlions de l'enfance du quartier de Basse-Pointe, donc c'est vrai que lorsqu'on parle de l'habitation, donc je suis un enfant aussi de l'habitation Gradis. Ma mère est de Gradis. Mes parents, du côté maternel, sont de Gradis, de ce quartier-là. Il y a une habitation, se trouve là où se trouvait l'usine de Gradis. Et puis, de côté paternel, je suis de Monte-Ballet, en Bas-la-Montanan. D'accord. En Bas-la-Montanan, Monte-Ballet. Et j'aime beaucoup Monte-Ballet. Parce qu'il y a une chanson qui dit... C'est une bonne ballet, c'est ni en pharmacie. Donc je dis que nous sommes internationaux. À Monte-Ballet, donc nous sommes internationaux. Mais je vois aussi, ça c'est le pont de Gradis qu'on voit à l'écran. Et c'est vrai aussi qu'à l'époque, il y a déjà très très longtemps, on avait ces petits trains. Le pont existe toujours. Hein. Oui, les rails sont là toujours? Oui, c'est toujours là. C'est toujours là avec les rails. Bon, c'est vrai que c'est pas aussi propre qu'on voit sur la photo. Mais c'est encore là. Nous traversons toujours ce pont-là parce que le pont relie deux habitations. Voilà, deux quartiers, on va dire aujourd'hui. Donc le quartier Emma où Césaire est né, Aimé Césaire est né. Et j'ai toujours pensé, c'est une vérité, qu'Aimé Césaire traversait ce pont pour aller à l'école. Parce qu'il faut traverser le pont, pour traverser le quartier Gradis, pour aller à l'école du Bourg. Césaire était à l'école là. Donc forcément, il est passé par là. Il est passé par là. Il n'allait pas redescendre par la Qu'est-ce qui se passe à Basse-Pointe pour que, comme par hasard, les gens qui viennent de là aient une culture intellectuelle intense et un vocabulaire Oui, je ne dirais pas nécessairement que les gens qui viennent de là, je pense que beaucoup de là. Non, mais il y a quand même quelques personnes, parce qu'on parlait de Césaire, on parlait de... Non, mais c'est vrai que sous l'habitation, c'est vrai, c'est aussi un lieu d'oralité pour moi, l'habitation. Et on parle à l'instant de Césaire. Pour moi, Césaire, inévitablement, ne passe pas directement par le surréalisme. Pour moi, son talent vient d'abord de l'habitation. Parce que sur l'habitation, lorsqu'on regarde la rue Cazeneuve, on a toutes sortes d'individus. La description est toute la description parfaite. Toutes sortes d'individus, ça parle haut, ça parle fort, j'ai presque envie de dire trivialement que ça gueule, etc. Mais il y a une création linguistique sur l'habitation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une espèce il y a un foisonnement dans la langue, dans le créole. Donc, c'est-à-dire il y a l'imaginaire, il y a aussi les veillées, etc. sur l'habitation. L'habitation, c'est un lieu extraordinaire. Bien sûr, il y a de la souffrance, on est d'accord. C'est clair, C'est clair, il y a beaucoup de souffrance. Mais dans la rue Cazeneuve, il y a une propension à exister qui est extraordinaire. Tout à fait. Donc, d'où ça nous vient. Donc, je pense que c'est certaines là où j'ai entendu aussi les premiers contes de mes grands-parents qui racontaient des histoires, etc. Donc, ça m'a donné goût à la parole et goût à l'écriture, goût à l'orthographe, goût au vocabulaire, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, quand même, les premiers conteurs, c'était lors des enterrements, lors des veillées. Oui, je pense que c'était pratiquement sous l'habitation. Donc, ça veut dire que les premiers conteurs, à l'époque, bien sûr, nous n'avions pas de télévision, nous n'avions pas d'intérêt pour autre chose. Donc la parole était centrale. La réunion dans la cour était importante.
Donc il y avait quelqu'un qui captait l'attention, voilà, qui captait l'attention. Sinon, ça veut dire que nous devons dormir qu'on peut, décider tout le monde à coucher. Donc, on a besoin aussi qu'à la pleine lune, pas seulement à la pleine lune, que quelqu'un réunisse les gens sur l'habitation, etc., dans la rue Cazeneuve, et que cette personne prenne la parole. Et je pense que le conteur était le personnage idoine approprié pour cela. Voilà. Et les gens, en fait, avaient soif de ça. Ils avaient soif de cet imaginaire. Oui, mais soif. Même moi, quand j'étais enfant, je me souviens. Et c'est vrai, ce type d'histoire. Donc, il y a plusieurs types d'histoires. Donc, il y avait les contes, je dirais, les contes mystiques, les contes qui faisaient peur, etc. Donc, on nous racontait, il ne faut pas aller... Donc, mais en même temps, c'était éducatif. C'était pédagogique. C'était ludique, mais en même temps pédagogique. Parce que lorsqu'on vous racontait un conte et qu'on vous disait... Vous essayez d'imaginer les choses. Ouais, l'imagination partait très vitement, très rapidement. Surtout qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc, la moindre... un bruissement dans un arbre. Ça nous faisait peur. Donc, on vous racontait que, par exemple, que si on partait et qu'on se retrouvait en face d'un cercueil, il ne fallait pas enjamber le cercueil, il fallait s'asseoir au-dessus, attendre. Donc, quand vous êtes enfant et qu'on vous raconte ça, donc ça s'inscrit en vous. Donc, ça crée une peur. Mais je pense que c'est une peur aussi importante. Oui, saine, parce qu'en fait, quelque part, ça empêche aussi aux enfants d'aller faire des bêtises le soir, de partir. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, ça a quand même développé une éducation. Ça nous a donné des règles. Parce que maintenant, ils s'en fichent. Oui, actuellement, tout chambre tout partout. Ils sont partout. Ils vont aussi, des fois, peut-être tomber dans de mauvaises fréquentations. On voit bien dans certains lieux, désormais, les enfants de 6, 7, 8 ans sont livrés à eux-mêmes, sont partis dans la rue. Et on voit bien que de plus en plus... ils font des bêtises. Oui, ils font des bêtises. Et on constate bien que la délinquance désormais est très juvénile. Commence très jeune. Donc, pour répondre à la question, oui, le conteur, c'est le poteau mi-temps de la culture martiniquaise. D'autres personnes peuvent dire que c'est ce qui fonde la culture martiniquaise, c'est peut-être, comme j'ai entendu d'autres personnes, comme Patrick Chamazo, c'est le danseur, etc., ou le chanteur. Mais pour moi, le tambour, etc. Oui, pour moi, pratiquement tout part de lui. Pour moi, le conteur, c'est l'artiste, je dirais, par définition, qui ne se rapproche pas de la perfection, mais centrale. Donc, il peut danser, il peut chanter, etc. Voilà. Il peut tout faire. Et puis, employer un vocabulaire que les autres n'ont pas l'habitude d'entendre. Oui, c'est ça. Enfin, je me rappelle quand les gens disaient que quand Césaire faisait ses discours, le peuple ne comprenait pas la moitié de ce qu'il racontait parce qu'il avait un vocabulaire très riche. C'est comme moi laminé, tout le monde dit ça, mais personne ne sait au départ que c'est une algue c'est un baglois. Non, personne ne sait ça. Qui fait ça pour monter la lumière. Mais c'est ça aussi le travail du poète ou du conteur ou du diseur, c'est aussi de ramener de l'imaginaire. Oui, mais ça qui est aussi important, parfois ce n'est pas la compréhension immédiate. Ce que je dis, même lorsqu'on lit Césaire, lorsqu'on écoute un conteur. Donc, ce n'est pas la compréhension immédiate, c'est l'énergie, c'est la rythmique, c'est la scansion, c'est la manière de dire, c'est le jeu scénique avec le corps, c'est le jeu corporel, c'est le jeu facial. Mais il y a une musicalité, en fait. C'est presque comme si c'est du slam, mais plus riche encore, parce que le vocabulaire était plus riche. Oui, non, parce que c'est là que je dis, nous avons une culture très, très riche, extraordinaire. Notre capacité à mélanger les langues, le français, le créole, à créer une nouvelle langue avec. Donc à dépasser, même, je dirais même à dépasser le français. Et puis le créole est très imagé. Très imagé, beaucoup de métaphores, etc. De retournement de situation, de mots sous les mots. Ouais. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Tu vois. On dit 3 fois 3, tout partout, tout le pas bon, vient tout boss, c'est go pour elle, les sans maman, blogo, sans papa, go moka, c'est langue crapaud qui travaille crapaud, etc. Mais donc c'est ça, cette espèce de musicalité qui revient. Donc la langue nous permet de nous évader énormément. Voilà. Ça fait travailler le cerveau, vous avez vu ça. Hein? Bon, alors, Trenelle, citron, grosse roche, c'est quoi? C'est un petit passage ou c'est quoi? Non, une fois que ma mère est descendue à Fort-de-France, ma mère a atterri à Trenelle. Mais Trenelle, il y a plusieurs quartiers. Donc Trenelle, il y a le quartier Citron à côté. Il y a une grosse roche, il y a le 22 mai, qu'on vous dit de KMT, on peut apercevoir. Donc j'ai atterri à Citron, puis ensuite ma mère est descendue à Grosse Roche. Mais c'est vrai qu'à Citron, en descendant sans rien, sans argent, démuni, ma mère s'est retrouvée à Citron chez un membre de la famille qui l'a reçu pendant quelques mois. Le temps d'avoir le temps de se poser quelque part. Alors,
On peut dire que tu as connu l'extrême pauvreté parce que sans eau, sans électricité, sans rien, à la lueur d'une bougie. Ben oui, on est d'accord. Je ne sais pas où est-ce que tu as pris ça, mais bon. Avec une maman potomitan, quoi. Ah oui, mais la maman potomitan, elle est centrale. Donc, ça veut dire que très, très, très tardivement, jusqu'à la trentaine, il était tout seul avec ma mère. Donc, ça marque un enfant. Oui, tout à fait. Donc, ça marque un enfant. Donc, c'est un rapport... très proche, très fusionnel. Très proche, très fusionnel, donc très, très important. Donc, ma mère, oui, lorsque nous sommes arrivés, à Citron, donc j'arrive dans un quartier que je ne connais pas. Et qui change vachement de la campagne. Ah oui, qui change vachement de la campagne. Ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. Donc là où on avait les champs de bananes, etc., de cannes, et là on arrive, il y a du béton, il y a des maisons approchées, etc. Des petits couloirs, chacun est dans la vie de l'autre, plus ou moins. Oui, c'est exactement ça. Chacun, il y a une espèce de promiscuité, mais c'est une promiscuité qui permet justement l'échange, qui permet la solidarité aussi, qui permet cette fraternité que nous avons peut-être tendance à perdre. Mais cette promiscuité n'était pas une promiscuité, je dirais... Néfaste, hein, non, ça permet. Mais bien sûr, il y avait des petits cancans, ça existait, mais nous étions caribéens là même aussi, donc c'était ça qui était bien. Donc dans ce coin de Trinel, c'est clair, donc je vais de Citron, mais Trinel, Citron, donc j'irai à l'école là-bas à Citron, je connais, donc comme certains auteurs disent, donc il y a la petite église collée près de l'école, etc., le petit terrain de foot, la rivière qui passe, les manguiers à côté, donc on avait un terrain de chasse et de jeu. C'est ça, tout y était quand même, quoi, en fait. Voilà, même sans lumière, même sans eau, mais on ne ressentait pas ce côté, je dirais, miséreux ou misérable. Oui, donc beaucoup de personnes à notre époque se plaignent alors qu'ils ont 10 fois mieux. C'est-à-dire qu'ils ont leur confort, quoi, en fait. Oui, absolument. Mais des fois, je me dis, mais à l'époque, on n'avait pas de facture à payer, pas de bloc à payer. Donc on allait manger dans des mangues, on allait pêcher. Et puis, les copains se donnaient rendez-vous. Bon, nous allons faire un petit coup de pêche, ou bien on va aller faire à la rivière pour se baigner, n'importe quoi. Alors que maintenant, je passais encore près d'un kiosque, alors. Salut le Mont-Nevers, il n'y a pas longtemps. Et j'ai vu qu'il y avait 10 copains sur le kiosque, mais chacun était sur... Mais chacun, disons, voilà, d'abord... Ils ne discutaient pas entre eux, chacun était sur son portable. C'est exactement ça. Et ça se répercute, ça se renouvelle partout dans la société. Dans toutes les branches sociales, on retrouve cette espèce d'intérêt pour le portable, en tout cas d'ancrage pour le portable. Et nous avons perdu cette capacité. Parfois, on prend un enfant, tu mets la balle au toit et puis l'enfant, parce qu'on était petit, qu'on avait la chance qu'on nous amène à la mer, d'aller quelque part. Donc, on était ébahis. On regardait le paysage. On regardait, mais tu mets l'enfant dans la voiture. L'enfant ne voit même pas la route. C'est pas ce qui se passe, qui est sur le bord de la route. Donc, ça crée une distance et ça empêche justement de créer une éducation, une capacité à se dire bonjour, une capacité à reconnaître l'autre comme un membre, non seulement de sa famille, un être humain, comme un être humain, tout simplement. Donc on a perdu ça. Mais à l'époque, non, on avait bien sûr. Donc ce côté misérable ou miséreux, donc quand on est enfant... On ne le ressent pas forcément. On ne le ressent pas forcément. Bien sûr, il y a des petits détails. Oui, quand on voit voir certains... on va voir que la voisine, Gabrielle, la voisine, a un jus de goyave. Tu n'as jamais goûté ça, un jus de corosol. À l'époque, tu n'as jamais goûté un jus de corosol. Donc même enfant, ça te fait réfléchir. Donc après, lorsqu'il y a la première télévision qui arrive dans le quartier, c'est chez Madame Untel, donc toute la voisine. Par la fenêtre. Par la fenêtre. Donc, je dis, tiens, il n'y a pas ça chez moi. Donc, mais ça n'empêche pas une continuité. Mais maintenant, avec le portable, c'est même pas ça. C'est qu'on passe de vraiment, si on est dans la catégorie pauvre, à voir des gens qui se déplacent en hélicoptère, en jet privé, en Rolls-Royce, etc. Donc, on a vraiment un contraste encore plus énorme qu'à l'époque. On est d'accord. Oui, le contraste est beaucoup plus énorme, mais il faut quand même se méfier de tout cela. Il faut revenir. J'ai parfois envie de dire qu'il faut revenir à des conditions, en tout cas reconnaître nos conditions sociales, savoir d'où nous venons, respecter d'où nous venons, et faire en sorte de ne pas avoir des grandeurs, la folie des grandeurs ou des aspirations qui nous dépassent. Donc il nous faut petit à petit tenir chaque pas de gagner, comme dit le poète. Et puis, vu que tu étais fils unique jusqu'à 8 ans, jusqu'à l'âge de 8 ans, maman était le seul repère vraiment dans ta vie. Ah oui, je t'ai exposé ta question, mais j'ai totalement eu peur à cet âge-là de perdre ma maman. Je me dis, maman n'est pas là, c'est vrai.
pour un enfant. Peut-être que tu laissais pour aller faire travailler ou autre chose, tu te disais est-ce qu'elle va revenir. Oui, et puis je me disais si jamais ma mère avait un accident ou que Trépal ne l'emporte, que deviendrais-je? Donc ce sont des questions d'enfants, d'accord? Mais alors qu'en réalité, elle était très jeune. Donc, oui, en réalité, il y avait très peu de chances que... Mais lorsqu'on est enfant, on ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte de ça. Donc lorsqu'on est enfant, qu'on a 8 ans, que votre mère a peut-être la trentaine, donc pour vous, votre mère est une grande personne, tout le monde grand. Quand on est petit, tous ceux qui est devant, qui a 5-10 ans plus que vous, on les voit très grands. Très grands, oui, c'est ça. De l'âge qu'on se oui, rend mais compte j'ai bien conscience de ça. Quand on est petit, quand quelqu'un dit que la personne disait qu'elle avait 40 ans, on disait maman, 40 ans. C'est vrai, aujourd'hui. Là, elle est passée 40 ans. Oui, voilà, aujourd'hui, quand on a 40 ans, bah, moi, c'est un petit bolombe. Donc, elle dit petit bolombe, là. Quand je parle de telle personne qui a 40 ans, elle dit petit bolombe, là. Je me rends compte que. À l'époque, on pensait que c'était un vieux. C'était un vieux. C'est ça. Mais c'est normal, ce sont les générations qui pensent comme ça, et que c'est le temps qui passe qui veut ça, tout simplement. Est-ce que ta mère a été une source d'inspiration pour toi? Ma mère était une source d'inspiration, oui, parce que, j'avoue, oui, parce que son combat de vie, son combat de femme seule à un moment donné, son combat pour essayer de prendre à bras le corps la vie. C'était une mère au courage. Oui, voilà, c'était une mère au courage, de faire tous les petits métiers pour me donner à manger. C'est ça. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc ça veut dire que, même si inévitablement, lorsqu'on prend de l'âge, qu'on devient adolescent, etc., on a besoin de liberté, on se rebelle. Donc, c'est-à-dire, on peut créer une déception chez nos parents, mais bon. Mais ça ne dure pas. Mais ça ne dure pas, c'est de savoir se reprendre, c'est de savoir se regarder soi-même, de faire cette introspection, de se dire, ça, on a fait là, côté aller comme ça, qui chie même en les points, qu'est-ce que je veux pour ma vie. Donc, si on est capable de se poser ce type de questions et de voir d'où viendraient les déviances, pour les éviter. C'est ça que je dis souvent aux jeunes. Donc, gardez corps. Mais des corps, on les laisse caler l'esprit. Je dis ça souvent. Mais des corps, on les laisse caler l'esprit. Donc, analyse-toi. Donc, dis voilà. Ça veut dire que sur le moment, on peut vous faire une remarque et que vous preniez mal la remarque, que, à la limite, que vous rebelliez. Mais leur calmer, du coup, bon, monsieur, dis-moi ça, est-ce qu'il n'a pas tenu raison? Est-ce qu'il a tenu raison? Donc, toujours se remettre en question. Alors, tu as quand même cherché à voir ton père à l'adolescence, ce qui est normal. Tout enfant qui n'a pas connu son père jeune fait un peu ça. Ouais. Non, je suis en train de réfléchir. On aurait dit, mais quand madame la princesse? Quand je reçois du monde, je me renseigne, je cherche partout, je fouine partout. Est-ce que tu t'es reconnu en lui quand tu l'as vu ou pas? Ou est-ce qu'il t'a déçu ou pas? Non, je n'ai pas dit qu'il m'a déçu. L'homme, c'est l'homme. Parce que de là où je viens depuis enfant, vu le contexte, en tout cas vu le niveau social de mes parents, d'accord? Donc je ne m'attendais pas non plus à voir, mais c'est encore, ce que je dis là peut être troublant, parce que ça n'a rien à voir entre l'instruction et l'intelligence. Donc bien sûr que mon père c'était un agriculteur, un homme qui travaillait la terre, etc. Je dirais un homme brut, un homme, mais un bouc fort. Hein? Donc c'est je pense que chez ces personnes-là, du côté de Mont-Balais, que j'ai pris cette carrure. Non, eux ils sont comme ça, ils sont massifs. D'accord? Mais déçu, non. Mais j'ai appris à... Parce que ça a été... Je ne vais pas dire que c'est une lutte, mais ça a pris du temps pour le rencontrer. Parce que chaque fois que je cherchais à le joindre, il n'était pas là, il n'était pas là, il n'était pas là, pour battre là, pour ramener la vie. Après, on s'est rencontrés, après, on s'est parlé. D'accord? Et après, j'ai compris la sensibilité de l'homme. D'accord? Et j'ai même compris sa psychologie, sa philosophie. Et on voit bien que ces hommes qui nous ont précédés, dans la campagne, etc. Que parfois, on peut avoir une image négative de toutes ces personnes-là. Mais en même temps, ces personnes-là ont une sensibilité. Ils ont un rapport avec la nature. Ils connaissent la lune. Donc, papa, moi, je dis ça. Ils connaissent la terre. Donc, moi, j'étais livresque. Mais moi, jusqu'à maintenant, j'étais très livresque. Mais lui, il pouvait te parler de la terre, de la lune, à quel moment il faut planter. Il a des connaissances autres que celles que tu as. Voilà, que j'avais. Et ça, pour moi, ça, c'est une richesse. Donc, déçu, non, pas du tout. Mais j'ai appris à comprendre au travers de lui et au travers d'autres que toutes ces personnes-là, que parfois que nous regardons un peu de haut, sont parfois c'est aussi le fondement de la société martiniquaise. Oui, tout à fait. Absolument. OK. Donc déçu, non. D'accord. Et tellement que... Parce que des fois, même les enfants de divorcés, par exemple, s'ils voient moins leur père, se font une image un peu...
Non, je ne me suis jamais fait cette image. Oui, je comprends ça. Oui. Mais je ne me suis jamais fait cette image-là parce que quand on était petit, quand vous êtes à l'école, on vous dit nom du père, nom de la maman, nom de ceci. Et puis ça veut dire que bon, chaque fois que je nom du père, moi, je suis bloqué. Je ne sais même pas qui était mon père. On ne peut même connaître rien, donc j'étais bloqué. Donc, tu m'as alors tu as fait ta petite enquête. Tu m'étais né. C'est ta maman qui t'a donné le nom. Ah non, pas du tout. Avec tout l'amour que j'ai pour ma mère, d'accord. Mais c'est aussi le caractère de ma maman. Moi, j'ai aimé ça, j'aime ça chez elle. Vu sa vie, c'était normal qu'elle développe ce caractère aussi. Oui, voilà. C'est normal. Donc, ça veut dire qu'elle a été, je ne vais pas dire qu'elle est radicale, mais comme je disais tout à l'heure, diplôme de la vie privée, moi, pas concerné. Oui, c'est ça. Donc elle a fait une espèce de déni, je veux dire. Donc c'est moi qui le dis, d'accord. Elle dirait peut-être autre chose, mais elle a dû faire une espèce de déni où elle m'en a jamais parlé. Voilà, c'est ça. Elle m'en a jamais parlé, etc. Elle a fermé la porte. On va dire qu'elle a fermé la porte avec ses raisons à elle, que je peux comprendre, d'accord. Donc ça n'a pas été facile pour elle. Alors on va passer à une autre étape. Comment t'es venue la passion du conte? Je me suis posé la question à un moment donné, en tout cas la passion du conte, de l'écriture, de la poésie, etc., de l'oralité, principalement du verbe, parce qu'au bout d'un moment, je me reconnais. Je reconnais que tout ça fait partie du verbe avec un V majuscule. Et c'est pour ça que je dis souvent, je suis le guerrier du verbe, le lion du soleil, le logos des infinis, etc., etc. Mais à un moment donné, pour dire tout simplement, déjà au cours moyen 1, un jour, le directeur m'avait... Je vais dire beaucoup de choses. Le directeur, le maître d'école, qui était directeur, nous avait demandé à apprendre une fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. D'accord. Le chêne, un jour, dit au roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature, un roi attelé pour vous est un pesant fardeau, etc., etc. D'accord. Et il me fait monter sur la table pour réciter ça. D'accord. Donc ça me marque en tant qu'enfant. De monter sur son bureau. Voilà, tu étais sur un promontoire. Voilà, sur un promontoire, et je récite ça pour toute la classe. Donc ça m'a marqué, ça m'est resté. Et tu as réussi à capter leur attention. Oui, je pense. Et ça m'est vraiment, mais cette situation-là m'a marqué. D'accord. Et puis, je dois, pour revenir à ma mère qui travaillait au service de la voirie de la ville, qui balayait les rues, et je le dis avec fierté aujourd'hui, ça n'a pas toujours été une fierté, parce qu'on est en forme de la profession des parents, pas trouver un bail, employé, mais bon. Maintenant, les gens auraient mis les aides sociales. On est d'accord. Mais il y a quelque chose qui a beaucoup changé, qui m'a donné cet amour des mots, c'est que ma mère, et c'est là que je trouve ça extraordinaire, chaque fois qu'elle revenait de son service de nettoyage des rues, donc ça veut dire qu'elle trouvait les livres dans les poubelles, elle me ramenait les livres. Chaque fois. Donc j'avais une tonne de livres comme ça. Donc ça veut dire que je connaissais des auteurs, des gens, alors que j'avais peut-être 7 ans. Elle a contribué à te cultiver. Oui. Alors qu'elle ne savait même pratiquement pas lire. Oui, c'était comme ça. Mais elle m'a cultivé comme ça, en ramassant des livres dans la rue et en me les ramenant. Donc, ça veut dire que j'ai lu ces livres-là, donc 7 ans, 8 ans, 9 ans, je connaissais déjà les poètes, je connaissais déjà Lamartine, je connaissais déjà les gens. À 8 ans, 9 ans, je connaissais déjà tout ça. Donc je connaissais déjà Victor Hugo, j'avais déjà lu beaucoup de choses. Ah ouais, donc tu lui dois en grande partie aussi. Oui, c'est amour des poètes. C'était un des poètes. Tellement que lorsque j'ai rencontré les conteurs après, donc par exemple au Centre culturel de Citron, il y avait un conteur extraordinaire, la personne d'Alain Ligares, qui faisait des cours, on donnait des cours, les gens étaient là en train d'apprendre des contes créoles. Donc quand je suis arrivé là, je les ai vus en train de faire. Je me suis dit, ça, misérable, pour moi, c'est Lamartine, c'est Victor Hugo, c'est quoi cette histoire-là? C'est Womba, Montemacouba, non, pour moi, ça ne m'intéressait pas. Donc, ce qui en fait, tu n'avais pas encore saisi que même dans ça, il y avait la rime, il y avait le phrasé. Voilà, pour moi, la rime, c'est les fables, c'est Baudelaire, c'est Verlaine, c'est l'Albatros, c'est ça. Autant suspend ton vol et vos heureux propices, suspendez votre... Donc depuis tout petit, j'étais déjà dans ça, grâce à ma mère. Donc ensuite, je garde ta question, mais aussi, un jour, j'avais une réflexion dans ma tête. Je me disais, je vois un vieil homme en train de me raconter une histoire. D'accord, les histoires de jeudi, de contes. Et
et je vois un cousin qui est plus âgé que moi. Je lui ai dit, tu sais, j'ai dans ma mémoire, comme si je te vois aussi, puis un vieil homme qui nous raconte des histoires. Il m'a dit, mais c'est notre grand-père, on était petits, nous mettait là, sous l'arbre à pain, puis il nous racontait des histoires. Donc j'ai compris que tout ça était relié. C'était resté imprimé dans ta tête. C'était resté imprimé dans ma tête. Et que ça avait, donc ça demandait un déclenchement, tout à fait. Une espèce d'avènement. Oui, parce que justement, c'est ce que j'avais marqué. J'avais mis à quel moment ça s'est déclenché. Est-ce qu'il y a eu une rencontre précise? Donc en fait, c'était ça. Il y a ça. Mais ça veut dire que quelqu'un comme Alain Légarès, qui donnait des cours au centre culturel Ilmani de Citron, pourquoi Ilmani? C'est tout simplement, c'est rappelé ça Ilmani. Ilmani, c'est le monsieur qui a été tué lors des événements de Chalvet. C'était deux avec Marie-Louise. Donc le centre culturel Ilmani. C'est quoi l'espèce de pitch là? Non, le pitch, c'est à Dillon. C'est Dillon, donc c'est Jean-Marie Siro. C'est Jean-Marie Siro à Dillon. Donc c'est Citron, mais bon, ça n'existe plus. Donc quand j'ai vu qu'un jour, ils étaient en train de répéter des contes, etc., ça ne m'intéressait pas du tout. Vraiment, c'était la poésie, les femmes, contes créoles, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Hein. Et puis, sauf qu'un jour, je ne sais pas comment, il m'a donné une cassette. Il m'a dit de venir écouter. Je me suis assis là, je suis resté à les écouter, à les regarder, mais sans intérêt pour ça. Hein? Tu n'avais pas encore conscience de... Du tout pas. Puis quand j'ai écouté, à un moment donné, ça a déclenché un truc chez moi. Je me suis dit, il m'a fait écouter des vieux conteurs. Ah bon? Et là, j'ai compris la rythmique. Hein? Par exemple, et la manière de dire. De ce qui était essentiel, notre façon de compter. Oui. Parce que je pense que chaque peuple a une manière de compter particulière. Nous, nous sommes dans la phrase, nous sommes dans le déboulé. Oui, il y a un rythme. Il y a un rythme, on tient quelque chose. Nous sommes dans la métaphore, etc., etc. Donc, comme on dit par exemple... C'était Adam Bouvin, c'était Nianwa qui était engagé, puis le grand méchant 13 qui dit sous toutefois un jour par hasard dans l'univers entier, on s'est dégagé fille, il a fait un mariage avec la moitié homme. C'est Nianwa qui dit des garçons, etc., etc. Donc ça veut dire que les vieux avaient une manière de faire. Et quand j'ai écouté ça, je me dis, mais c'est parti. C'est parti. Donc j'ai dit, je reprends cette technique-là. Alors tu sais ce qu'on va faire, comme tu as déjà commencé de la mettre sur le plateau, on va t'écouter. Allons-y, mon ami. Monique, c'était une créature idyllique qui était en physique super chic, qui était un homme chimérique. Il était télégénique, photogénique avec son allure magnifique et son déhanché aérodynamique. Il était maillé puis albérique, en coulis aristocratique, gros lombrique, allergique au cyrique, maman et Trinité la crique, qui était quitté la mécanique pour ouvrir orchestre philharmonique. Mais jalousie albérique, c'est ça qui était quand même polémique. Quand il appelle téléphonique, Monique, t'es qu'à recevoir critique en les critiques d'Albérique. Pour un vieux correspondant, Monique, t'es dit la Dominique, mais c'était quand même une fille éthique. Un jour, orchestre philharmonique, t'es qu'à animer un pique-nique canal à l'Aric. Albérique, t'es fait un sel bilique parce que Eric, un ex-copain Monique, t'es venu défier un petit bonjour sympathique. Il était traité bougla de monstre préhistorique. Il était dit qu'il y a un bourrique plein chic qui sortit polytechnique et que si ouais, il a parlé bas Monique, il a foutu un calotte d'eau pied électronique en mutant cage thoracique. Messieurs, mesdames, c'est là, sans fessique. Eric t'a gardé Albérique et puis t'a dit Albérique ou sans bret djendjen syphilitique. Moi et puis Monique, c'est nous qui avons été bombe atomique sans prendre produits chimiques ni services plastiques. Tu te crois le seul et l'unique, mais ça c'est moi le meilleur et l'authentique. Et pour Monique, côté moi, au sens générique. Alors, petit comique, sous les tombées cataleptiques, vignes épileptiques, tic linatique, yo trempé en l'acide sulfurique, mandez Monique qui manière nous a fait en cabane faire critique. Super. Oui, non, c'est tout un travail sur les rimes, parce que, bon, comme j'ai dit, les vieux autrefois faisaient ça. Et même le débit aussi. Oui, le débit, donc la rythmique. Rapidité, prononciation. Oui, avoir de la clarté dans les mots. Donner l'occasion à l'autre de comprendre. Parce que même que ça va vite, on ne comprend pas toujours tout, mais au moins ça crée, puis ça nous ramène à une histoire, ça nous ramène à nous-mêmes, ça nous ramène au passé. En même temps, c'est un chemin aussi d'avenir. Donc, c'est-à-dire qu'il faut garder ça parce que nous avons... il n'y a plus de compteurs qui font cette technique-là. C'est ça. En fait, tu as repris les jeux de mots des compteurs de 3 fois, mais tu as rajouté de la poésie, du délitement, totalement. Un maximum de fraternité en même temps, en fait, que tu distilles dans tes textes. Ça veut dire que... à un moment donné, et tout en faisant passer des petits messages. J'allais en parler, justement, parler des messages. Ce qui était aussi important,
lorsque j'ai commencé à écouter les conteurs, lorsque Alain Légarès m'a donné à entendre, je me suis dit, bon, c'est monsieur qui a écrit ça comme ça, je me suis dit, des grands noms, je suis très jeune, donc je me suis dit que je réécrivais tout ça. Mais j'étais, quand on est jeune, on est prétentieux. C'est ça. Donc je me suis dit, bon, je peux réécrire ça, je peux faire ça mieux. Oui. Et effectivement, j'ai commencé à réécrire certaines choses. Après, j'ai fait de la création, mais à partir de leur technique, j'ai fait de la création souvent, d'accord? Jusqu'à maintenant, ça, même sûr que ça, c'est moi qui l'ai fait, mais ça a été à partir de leur technique, d'accord? Oui, mais en reprenant leur propre texte, parfois, je corrigeais. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais pour tu m'as les corriger, ben, c'est Bouga. Est-ce que si je cherchais la philosophie, ce qu'il voulait dire, et puis faire ta propre création. Non seulement faire ta propre création, mais comprendre vers où l'autre t'amène. Quand tu veux prendre le texte de la personne, corriger pour mettre en sens où. Mais s'il fait comme ça, là où il semble y avoir une erreur, c'est peut-être pas une erreur, peut-être c'est fait volontairement. C'est comme ça qu'ils sentaient les choses. Comme ça, ils sentent les choses et comme ça, ils amènent leur propre message. Oui. Et ensuite j'ai eu l'occasion d'écouter, tout jeune, d'écouter Jean-Claude Duverger à la radio, il faisait des contes. Oui. Mais Jean-Claude avait déjà sorti le conte traditionnel qu'on faisait dans les campagnes, etc. Il s'était mis à faire du conte urbain. Il parlait de situations qui se passaient dans la ville, etc., etc. Et lui-même, mettait Jean-Claude qui est là avec moi, et lui-même, il ajoutait des messages. Oui, c'est ça. Je me suis dit, tiens, c'est aussi une forme d'évolution. Donc j'ai repris la technique de Jean-Claude, celle des vieux conteurs, celle d'Alain Légarès, et puis la mienne, ce qui m'a donné ma propre technique. C'est marrant parce qu'en regardant Jean-Claude Duverger, c'est un homme qui a une stature aussi. Bon, maintenant, il a un peu, avec l'âge, il est un peu moins imposant, mais à l'époque, il avait une stature physique comme la tienne. Et pareil aussi, si on regarde Pénon et compagnie, en fait, vous avez quand même quelque part des ressemblances dans la stature, la voix qui porte. En fait, il faut quand même une présence. Il faut quand même. Oui, il faut une présence. Il faut une présence. Il faut une présence. Voilà. Quelqu'un m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. Ah, d'accord. Pourquoi, c'est la même question. Pourquoi Duverger, nous, toutes machin, on vous est avez grand, cette stature, on a cette stature. Mais Jean-Claude, quand même, a été une référence. D'accord? Donc, c'est-à-dire que j'écoutais sa voix jusqu'où sa voix portait. Oui. Quand j'étais plus jeune, je ne lui ai jamais dit ça. Encore, mais c'est l'occasion de lui rendre hommage. Donc, j'ai regardé jusqu'où sa voix portait. C'est-à-dire qu'il me fallait moi-même travailler, parce que c'est un instrument, en quelque part. Donc, c'est-à-dire de comprendre, d'essayer d'imiter, d'essayer de surpasser, de dépasser. Au bout d'un moment, on se dit, c'est pas la peine. Après, on accepte ce qu'on est. Mais peut-être qu'il faut quand même certaines dispositions génétiques, je ne sais pas, pour permettre d'aller chercher la voix. Oui, c'est ça. Donc il faut aller chercher, etc. Et puis que la voix englobe, d'accord, et que la voix... puisse capter l'attention, que les gens écoutent. Oui. Mais ça veut dire que c'est un travail, mais c'est aussi un travail de travailler sur la voix, etc., la portée de la voix, etc. C'est pas quelque chose qui est facile. Et puis peut-être que nous avons la chance, tout simplement, je dirais génétique, la chance d'être, je ne sais pas, reconnus par les cieux pour mener ce chemin-là, en tout cas pour mener cette mission-là. Alors, tu as fait différentes choses, parce que, mis à part tout ce qu'on a déjà dit, conteur, metteur en scène, dramaturge, comédien, parce que tu as fait des pièces de théâtre aussi, tu as fait plein de choses. Tu as travaillé pour ATV, par exemple? Ah oui, je m'en souviens, c'est vrai, sur différentes émissions. Donc, dont la première en 93-94, début 94, donc un peu à l'ouverture de la télé, quelques mois après, nous étions amenés à faire une émission sur l'humour qui s'appelait Bancoulélé, donc nous avons fait ça avec Jean-Louis Ça a été du succès, ça. Oui, ça a été un grand succès. J'ai presque envie de dire que c'est un peu normal, parce que c'était aussi une époque où les chaînes privées arrivaient, il fallait de la matière. Oui, c'est et ça. le fait de mettre des choses à diffuser. de se voir, des choses à diffuser, le fait de se mettre nous-mêmes en scène et de se faire voir, donc inévitablement, j'ai envie de dire que c'était normal que cela intéresse. Après avoir du succès, il faut un peu de talent, des comédiens talentueux, comme dans tout. Hein. Oui, c'est donc ça. des comédiens talentueux qui se donnent et qui soient capables de se dépasser. Et puis ensuite... On te voit sur scène d'ailleurs. Donc, oui, là, c'est d'une pièce de théâtre que j'avais faite un peu... qui s'appelle Résurgence.
Mais rapidement, pour dire deux mots là-dessus, résurgence au décès d'Aimé Césaire, d'accord? Au décès d'Aimé Césaire, il y a eu tout plein d'hommages, etc. Il y a de grands intellectuels sont venus en parler. Un jour, il y avait une réunion au marché de poissons de Fort-de-France où beaucoup de gens parlaient de Césaire. Mais il y avait des gens qui faisaient des thèses, d'accord? Sauf que dans la foule, d'accord, il y avait un vieil homme. Et le vieil homme était là, écoutait. Et puis quand tout le monde, quand c'est fini, on a demandé si quelqu'un dans la foule voulait dire quelque chose, intervenir. Et ce vieil homme-là, qui n'avait pas dit un mot, qui était là discret. tout ratatiné, discret, il a levé le doigt. Et quand lui, il a parlé, ce qu'il a dit était plus important que tout ce que les gens ont pu dire sur l'estrade. Parce que lui, il connaissait Césaire, mais un Césaire, je dirais, de chair authentique, qui passait chez lui. Donc il avait une autre relation. Donc ce dont il parlait, personne ne pouvait parler de ça. On peut prendre le livre et dire laminaire, et dire on va mais ce que ce monsieur-là racontait, personne ne pouvait. Donc je me suis dit, tiens, ça mérite une pièce de théâtre. D'accord. Et c'est ça qui a servi de base. Qui m'a servi de base pour faire cette pièce-là, l'image. D'accord. Tu as aussi fait une longue parenthèse politique en tant que président de la commission culturelle. Oui, ça c'est encore... Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais plusieurs rêves. Donc, dont celui d'écrire, donc celui de faire du journalisme, d'accord, et dont celui de faire de la politique. Donc, c'est-à-dire que, et puis quand on vient de quartier ou de villes comme Basse-Oued, où il y a eu Chalvet 74, où il y a toute une histoire avec les communistes, etc., où lorsqu'on a vu la misère, pas moi personnellement, mais autour de soi, etc. Donc c'est vrai que cela développe en soi une envie, une extension, je dirais, généreuse, d'accord, donc une envie de porter sa contribution à l'autre. Donc ça m'est arrivé effectivement. Tu l'as fait combien de temps? 6 ans, il me semble. De 2011 à 2015 ou 2016. D'accord. Oui, c'était sur le 8e canton de Fort-de-France, donc ça englobait milieu de villégiature, d'émergence, donc Trinel, Citron, Pont-de-Chêne, etc., d'autres en allant. Donc c'était une grande partie. C'est une expérience, bien, mais en même temps, la politique, ça, bon, nous sommes en pleine période électorale. Mais c'est pas réellement ton truc. Oui, voilà, je me suis dit, c'est pas réellement mon truc. Mon truc, c'est de me retrouver tout seul avec moi-même, d'écrire, de penser, d'imaginer, de voyager dans ma tête. Donc d'être en permanence en réunion avec des gens, d'essayer de les convaincre, d'essayer d'être en contradiction avec eux, en confrontation. Oui, c'est pas vraiment un travail artistique. Oui, c'est pas un travail artistique. Voilà, ça m'a donné aussi le choix. Artiste. Voilà, ça m'a permis de me dire qu'est-ce que je veux vraiment faire. C'est ça. Je me suis dit, je me ressens totalement sur la parole, sur l'artistique, sur le verbe et sur l'écriture. Voilà, et désormais, je me suis totalement adonné à cela. Donc, je continue à imaginer, à écrire, etc., à crier, à me laisser, je dirais, porter, transpercer par cette inspiration qui me vient. Alors, le public, je pense que la pièce de théâtre qu'ils connaissent le mieux, c'est le Dorlis de ces dames, puisque ça fait un tabac. Oui. Dans l'esprit de la comédie populaire, selon Vincent Placoli. Alors, Vincent Placoli, je ne le connais pas à fond, mais j'ai eu l'occasion de le connaître. Je connais son fils, par exemple, très bien. Je ne connais pas son fils. Voilà. Donc, en fait, cette pièce, ce succès, qu'est-ce que ça a éveillé en toi? Est-ce que tu t'es dit, waouh, j'ai fait quelque chose de bien là? Parce que c'était un peu ton summum quelque part, je ne sais pas comment dire. Oui, on pourrait dire ça. Bon, il y a eu d'autres pièces qui ont eu de succès, comme Mounbo Canal, je ne sais même plus, etc. Bon, mais ça me passe à l'instant. Ce titre-là est très connu. Mais oui, c'était la première. Et ça avait un peu renouvelé le genre à la Martinique, parce que bon, c'est vrai qu'on ne faisait pas ce genre de pièces, je dirais, populaires à la Martinique à l'époque. Mais on parlait aussi de Vincent Placoli. Vincent Placoli qui est pour moi très important, d'accord? Donc c'est-à-dire que j'étais tout jeune, d'accord? Donc j'aimais beaucoup Vincent, donc je lisais un peu. Il y a un collège à Chelcher qui porte son nom. Oui, c'est le meilleur, le collège à Chelcher. Vincent Placoli, il y a des etc. Oui, qui porte son nom. Mais deux choses pour Vincent. Donc c'était aussi un homme qui m'encourageait à écrire, d'accord? Sans qu'on se fréquente, d'accord? Mais une ou deux fois, il m'a dit non, mais oui, c'est un bon écrivain, en fait. Oui, c'était un excellent écrivain, Mais il est mort jeune, hein?
Oui, 48 ou 49 ouais, ans, comme ça, un peu comme Eugène Mona, puis d'autres. Mais Vincent, pour revenir à Vincent Placoli, Vincent, 88 ou 89, ils avaient joué une pièce de théâtre qui est au théâtre, oui, on est ici tout près là, au centre dramatique régional à l'époque, et puis ça s'appelait Massacre au bord de mer. D'accord. Donc c'est une pièce populaire en martiniquaise. Et j'avais regardé ça et je me suis dit, c'est dans ce sens-là que nous devons aller. Donc nous devons prendre nos propres histoires, notre propre imaginaire et puis les mettre sur la scène. Donc quel personnage qu'on pouvait ramener sur la scène? Donc le Dorlis. Si on parle du Dorlis, tout le monde va se sentir concerné. Tout le monde sait de quoi on parle à l'époque. Tout le monde a son point de vue, son imaginaire. Tout le monde qui dit ouais, c'est si t'as celle-là, sans savoir quoi que ce soit. Mais tout le monde va parler de ça. Donc je me suis dit c'est le personnage central. Si on parle du Dorlis, on peut parler de la société martiniquaise. On peut parler des rapports entre nous, de nos manières, de nos peurs, etc. De ce qu'on n'ose pas se dire, etc. Et ça m'a permis de partir de là. Donc cette pièce, effectivement, nous a eu un succès extraordinaire. Parce que c'est vrai aussi, comme je disais tout à l'heure, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de salles de théâtre, on n'avait pas l'atrium, etc. Donc, lorsque nous jouons au centre dramatique régional, donc c'était plein pendant des mois et des mois et des mois. Il fallait faire plein de représentations. Beaucoup de représentations. Donc, ça veut dire que, oui, ça nous a permis une émergence du théâtre populaire martiniquais. C'est ça, exactement. Donc, pour moi, c'est important, parce que c'est important de parler de nous-mêmes, parler des personnages de la société, quel que soit, qui c'est Béchéa, qui c'est Nègla, que ce soit les Indiens, les Koulés ou Nègre-Chivé-Grené, quel que soit, mais parlons de nous-mêmes. C'est ça. Et en parlant de soi-même, on peut se reconnaître, et on peut créer une connexion pour se respecter. Voilà. Alors, tu as fait un hommage à Aimé Césaire, à Tropicatrium, des mots en démo. Oui, des mots en démo. Mais avec des textes personnels. Ce ne sont pas des textes de Césaire. Non, tu lui as rendu hommage, mais avec tes mots. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, pourquoi je fais ça à un moment donné Comme j'ai dit, j'ai fait une pièce Résurgence où je récite du Césaire. Donc, je connais du Césaire, comme d'autres auteurs, etc. etc. Et j'adore ça. Mais ce n'était pas là pour encore réciter du Césaire. Voilà, donc je dis des moments. Il faut aussi que... On ne pourra jamais, je pense que le Césaire, a une inspiration extraordinaire, donc ce sera très difficile à aller jusqu'où il est descendu en lui-même, c'est compliqué, d'accord? Donc pour revenir de là, on peut revenir totalement fou, donc il faut maîtriser bien ça. Mais je fais des mots en démo, c'est une manière aussi de montrer tout ce que j'ai pu écrire pendant des années, etc., autour du conte, autour de la parole. Bien sûr, je n'ai jamais le temps de tout dire, mais de montrer autre chose, d'accord? De montrer autre chose, de porter des petits messages, etc. Et de se dire tout simplement, donc, comme je disais à l'instant, je peux dire Césaire, et voici au bout de la voix. Et voici au bout de ce petit matin ma prière virile, que je n'entends ni les rires, ni les cris, les yeux fixés sur cette ville, que je prophétise belle. Donnez-moi la foi, sauvage des sorciers, etc. etc. Mais j'ai dit que je n'allais pas faire ça. Je vais le faire en certaines circonstances, mais j'ai dit que des mots en des mots, je m'amuse. Comme je dis souvent, le roi s'amuse. Dans mes jeunes âges, je peux m'amuser avec les mots, montrer comment j'ai pu triturer les mots, etc. etc. Comme disait Victor Hugo, j'ai disloqué ce grenier d'Alexandrin. Donc, comment j'ai disloqué les mots, j'ai trituré mon pantalon, mettais ta balle, c'est ça. Voilà. Désormais, c'est ça. Tu as apporté ta pierre. On va dire ça. Voilà. Me dis pas, le temps est passé? Non, on va t'écouter. On va encore t'écouter. On a des images encore. On va t'écouter là. Voilà. Allons-y. Messieurs, mesdames, Keita, en rasta la Volga, si vous nommez Attila tête cana, gagnant bazooka dans tombeau là, en gros mardi gras, il va monter en dégras, pas côté fond la daravine, touza balata, l'alma, après Tinella, petit Nicolas, Mon Rouge, Grand Larry, Nestor Edgar, la les anana, la Joupa, Basse-Pointe, quartier Dema, Emma, Gradis, la Ribata, pris pas distillerie JM, bon, Champaoka, et puis plonger, descendant les Makouba, passer volant mer, pour y par côté nord, plage Makouba, devant Kaïda, en Chabine Kalazaza, qui était d'où Consiro Loja. Les rivés Makouba devant Kaïda, il criait Ida, mi bazooka m'emmène barida. C'est pour m'empêcher ça tester chaleur et puis Ida.
Ita sorti en ban véranda, puis dit Keita vieux gouja, soit disons rasta kamache puis dia, mais ça qui en tête tout, c'est Kama Sutra. Ou quand ouais c'est puis moi Ida, ou c'est font corrida, madidina, Keita ou bien bava, vanta, mais ou pas djegaya, rentre au point tu vers soda, ciseau là, longe là, manka montre qui manière madafa kabeseba, manka ran bazooka gaga, moi les tomber l'état, et sans l'embranca ou ka sorti ici ya, et sous crier ah, c'est qu'on a dans le coma parce que manque faut passer de vie à trépas en bas attentat voler coup de bon. D'accord, on a compris. Nous pas qu'à dire toute bagarre là. Merci un peu. Il écrit. Oui. Non, c'est ça aussi le jeu, c'est ça aussi le jeu, etc. Le jeu de la langue, etc. Et comme tu me disais, un texte n'est jamais figé. Oui, un texte tu peux le modifier un peu. Je modifie, oui. Et bien un jour, tout simplement un jour, comme ça, il y a une improvisation qui arrive, il y a quelque chose qui arrive. Oui. On a un petit déclic, parce que ne serait-ce que je sens qu'il t'a passé bon champ par au cas, longé là, mais. Donc il y a un petit déclic, il y a quelque chose d'autre. Après, je vais mettre une moralité derrière sur ça, ça vient après. C'est-à-dire que c'est ça aussi, c'est façonner, revenir dessus, revenir sous l'ouvrage, c'est boire l'eau, toujours sous l'ouvrage, revenir, comme ça. Donc revenir, constamment revenir. Et comme je dis aux gens, travailler, policer, revenir, jusqu'à ce qu'un moment... Oui, ça soit... Enfin, on soit en accord bien que, avec. par exemple, pour moi, je vais citer plus un musicien. Beethoven disait, on n'a jamais fini d'apprendre un morceau. Voilà, on n'a jamais appris. Et même quelqu'un d'autre, des fois quelqu'un d'autre écoute ça, et la personne voit quelque chose que moi-même, je n'ai jamais vu dans ça. La personne me parle de ça et m'explique ce que c'est. Alors que je n'ai jamais vu ça, que moi, des temps de ça, me dit moi. Les gens et après, ça t'interpelle et tu réfléchis. Oui, tu réfléchis. Ou soit si quelqu'un te dit, bon, tu aurais pu, parce qu'il y a des gens qui vont te dire, bon, tu aurais pu être plus doux par là, être plus dur par là. Donc après, ça réfléchit, ça revient et on crée. On n'arrête jamais. Sincèrement, j'arrête jamais de revenir dessus et de travailler. Bon, désormais, avec l'âge, je commence à figer les choses, mais... D'autres choses, oui, certaines choses. Certaines choses. Alors, pour ceux qui prennent l'émission en cours, je reçois Jocelyn Regina aujourd'hui. Alors, Jocelyn, justement, les jeudis culturels de l'association Carrefour Barrel Copette ont pensé à toi et pensent justement te remettre le trophée Barrel Copette. Alors, c'est quoi le trophée Barrel Copette? C'est l'association Carrefour Barrel Copette qui décerne à un artiste. Alors, ça peut être un comédien, ça peut être un chanteur, ça peut être un musicien. Enfin, quelqu'un qui a fait quelque chose dans le domaine artistique. Alors, Jocelyn Regina, c'est le guerrier du verbe. Donc, voilà. On pense te récompenser le 17 mars, c'est ça? Oui, le 17 mars. Cela devait se faire le 26 du mois dernier. Cela a été reporté le 17 mars, donc c'est bien sûr derrière tout cela, nous avons notre ami Bernard Boulosier qui mène un travail extraordinaire pour la culture. Ça nous a permis de pouvoir en parler. Voilà. De pouvoir en parler. Et le 17 mars, effectivement, ils vont me remettre ce prix-là au Centre international de séjour. Du séjour, oui, c'est ça. Qui se trouve à l'Étang-Abricot. Donc ce sera avec plaisir. Donc c'est aussi une manière de me dire que, bon, finalement, j'ai quand même accompli un parcours. Ah oui, tu as tracé une carrière. Voilà, même si j'estime que j'ai encore beaucoup de choses à écrire, à dire. Ça ne veut rien dire. Oui, voilà. Mais à mi-parcours, on peut quand même faire... On va dire à mi-parcours. Voilà. On va faire un break à mi-parcours. Et puis, c'est une manière de me dire, oui, peut-être que une petite reconnaissance. Voilà, une petite reconnaissance, ça nous permet d'avoir une halte, de respirer et de reprendre son élan. Voilà. Alors, conteur, metteur en scène, dramaturge, comédien, on a dit tout ça. Donc, dans une ambiance conviviale au cours d'un dîner culturel, avec la participation toujours de Roro Calico. Je pense, Roro Calico et puis d'autres conteurs, d'autres amis que je vais inviter. Ce soir même, je vais certainement dire quelques textes, faire une petite... une diversion. Voilà. En tout cas, je vais donner la parole. Un petit divertissement. Alors, et puis, il y a notre ami Michel Timon qui va présenter. Qui est prévu à la présentation. Donc, Michel Timon, que tout le monde connaît. Et puis, je pense que ce jour-là, je serai associé aussi avec Albert Cluison, d'après ce que j'ai bien compris. Donc, il y aura de la musique et il y aura aussi de la parole, du conte, etc., des blagues et tout ça. Donc, on nous prépare ça en bel moment. Voilà. Alors, juste pour les gens qui veulent quelques petites informations,
informations complémentaires à ce sujet, je donne un numéro de téléphone, le 0696, alors 45 55 87. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller chercher le stylo, je le redis, 45 55 87. Oui, absolument. Voilà, comme ça, ils vont se renseigner. S'ils veulent être présents, venir te voir à ton hommage. C'est un bel moment. Mais oui, c'est ça. Non seulement cet hommage, ce trophée-là, et puis derrière tout ça, c'est l'exubérance qu'on va mettre pour passer une très bonne soirée. Oui, parce que Jocelyn, en fait, a quelque part aussi pour but de propager la parole sous toutes ses formes, d'accord, mais avec des messages et puis faire prospérer l'amour. Et tu as aussi envie de porter cette parole dans le monde, non? Oui. Alors, quelle nous sommes admirable question, comme dit le poète encore une fois. Oui, porter la parole. Dernièrement, j'étais... Justement, c'est ce que j'allais te dire. Il y a 3 jours. 3 jours de ça. Donc, en Martinique, ici même, donc, dans un hôtel, j'étais invité. Puis, il y avait des amis ivoiriens. Et c'est vrai que lorsque j'ai fini ma prestation, une dame, une ivoirienne, me dit, il dit qu'on pensait qu'on parlait français. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Dieu qu'on pensait qu'on parlait français. La richesse du langage l'a troublé. Mais c'est vrai aussi que c'est ça. Mais la question, porter la parole dans le monde, comment nous la portons? Qu'est-ce que nous voulons dire? Qu'est-ce que ça nous le dit? Est-ce que c'est pour être dans un mimétisme? Est-ce que c'est pour singer? Est-ce que c'est pour apporter notre propre singularité? Je pense que tu viens de dire la réponse. Oui, parce que c'est ça. Parce que si c'est pour... pas singé. Donc c'est pas singé. Donc ça veut dire que nous faut trouver une langue, jouer avec la langue, tourner la langue. Oui. C'est-à-dire que même si on s'exprime en français, mais il faut y introduire toutes les images créoles. Toute la créolité dedans. Pour que l'autre qui vous entende comprenne que vous ne venez pas d'une autre planète, mais vous êtes capable d'utiliser les propres structures, les idiomes de la langue française, et puis de mettre tout ça à une sauce qui fait qu'à l'écoute, il va se dire, mais oui, ça me s'est dit là. Des chers amis m'écoutant ce matin justement, et très précisément au soleil levant, aller au jeu de mon temps, et ne badale souvent dans la ville tranquillement. J'entendis clairement un jeune homme plaisant s'animer soudainement d'un discours sidérant pour une jeune fille passant, les cheveux dans le vent qui lorgnait tendrement. Comment vous dire autrement les propos horripilants de ce jeune homme au demeurant hautement offusquant? Donc je joue. Mais là en même temps je suis dans La Fontaine, mais en même temps je suis dans le conteur créole, donc je mélange tout ça. Donc le français. En même temps vous entendez du français, en même temps derrière ça il y a une imaginaire créole aussi. Il y a un imaginaire créole. Donc oui, porter la parole. Est-ce qu'on peut dire que ton plus grand plaisir c'est d'être sur scène? Oui, finalement oui, je réponds oui. Parfois on est déçu par soi-même. Parce qu'on va dire tu aurais pu faire mieux. Tu aurais pu faire mieux. Ça, c'est les artistes. Oui, c'est les artistes. Est-ce que tu as le trac avant de monter sur scène? De moins en moins. C'est pas bien non plus, donc il faut avoir toujours une petite peur. Mais c'est pas aussi qu'à un moment donné, quand j'attends dans la loge, à un moment donné, on va dire, la diétique là, il est pour diétique là, allez. Donc c'est une manière de dire que bon, allez. Je suis prêt, vraiment à aller, donc de me lâcher. Mais non. Je dis non, mais derrière le non, il y a un travail. Donc ça veut dire que je dis non, parce qu'il y a une maîtrise. Voilà ce que j'allais dire. Donc il y a une maîtrise de ce que tu vas dire. Une maîtrise de ce que tu vas dire. Donc même non seulement une maîtrise de ce que tu vas dire, mais tu as un tel répertoire dans ta tête que même si tu pars dans un sens, de savoir toujours retomber sur nos pieds. Donc nous sommes partis par là, mais vous dites, bon, si moi pris là, donc tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de la chute. Oui, c'est ça. Parce que quand on était plus jeune, donc ça veut dire que, qu'à bégayer, il faut comprendre aussi qu'on ne sera jamais parfait. Qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on peut travailler 1000 ans. Et puis même si tu as oublié un mot, tu as sauté une phrase ou un truc, tu es capable, avec ton expérience, de retomber sur tes pieds et d'enchaîner. C'est pas comme un débutant qui va dire, zut, il va être troublé, mais pas toi. Non, je ne suis pas troublé par ça. Même si intérieurement, je suis déçu de n'avoir pas. Mais ça ne va pas se voir. Non, ça ne va pas se voir, je vais continuer. Quelle est la scène qui t'a le plus marqué? La scène que j'ai été... Oh là là, là vous créez un vide neurologique en moi, d'accord? Non, je ne sais pas. Je dis pas que la scène partout, c'était le même plaisir. Que ça soit des petites scènes, des grosses scènes. Je suis peut-être allé à Cuba, d'accord? Quelqu'un me faisait remarquer ça, répétait ça dernièrement. Je prends cet exemple-là, comme je vais te prendre d'autres.
Mais c'est vrai que ce jour-là, on a joué. Le public était francophone ou? Non, totalement, non. Nous avons envoyé dans un bar espagnol, dans un petit bar. Il y avait et c'est vrai que j'ai compté en créole. Mais les gens n'ont rien compris. Mais c'est ça. Mais il y a autant l'air. Parce que je pense que c'est le... C'est le débit, le flow, c'est le rythme. Voilà, ils sont contents. Il y a un truc qui nous relie. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire, que les gens ne me comprennent pas, mais que les gens étaient heureux d'entendre tout ça. C'est comme ceux qui ne parlent pas anglais, mais qui chantent toutes les chansons il y a ça aussi. Internationales. Oui. Non. Je prends cet exemple-là, oui. D'accord. J'ai apprécié ça. Alors, pour se quitter, parce qu'effectivement... Ça passe très vite. Tu vas regarder en face de toi, il y a des caméras. Ah oui, j'aurais dû préparer ça. Voilà, parce que tu connais comment je finis l'émission. Oui. S'il y a des images après tes quelques mots, Jean-Michel Césaire, qui était à la technique, va les diffuser. Ouais. Mais en attendant, en regardant les yeux dans les yeux le public qui nous regarde ce soir, alors et à qui je dis la rediffusion, c'est samedi à 15h05, puisque vous savez que tous les jeudis, c'est 20h45 l'émission Conversation et rediffusion le samedi à 14h05. Et puis quand je ne tourne pas d'émission, quand il y a des vacances par exemple, on pourra revoir Jocelyn aussi, Jocelyn Résina. Merci beaucoup. Alors, tu fais passer ce que tu veux comme message en regardant les gens les yeux dans les yeux. Non, j'ai tout simplement dit aux gens de ne pas désespérer de l'avenir et ne pas désespérer de nos enfants, de ne pas désespérer tout simplement dans la vie. C'est vrai que les choses sont difficiles, c'est vrai que acter une continuité au quotidien peut se résumer dans une forme conflictuelle ou de difficulté, mais malgré tout ça, comme je disais tout à l'heure, mettez qu'on les laisse caler l'esprit, c'est toujours essayer l'idée d'avance, c'est l'envier pour pas jamais biter. Donc c'est ça, donc se garder de toute méprise, se garder de tout renoncement, mais faire en sorte que nous puissions fraternellement, en société, l'un et puis l'autre, continuer à avancer et faire en sorte tout simplement d'essayer d'être heureux sur cette terre. Donc désormais, ce vers quoi nous devons tendre, et c'est pour ça que je répète souvent cette phrase du poète qui dit, Aimé Césaire qui dit, et la force n'est pas en nous, mais au-dessus de nous, tant que nous allons prendre les choses à cœur, machin, dit encore nous, ça va décacher nous, mais si nous comprenons que la force est au-dessus de nous, que nous devons nous relier à autre chose, à quelque chose qui nous surpasse, à ce moment-là, nous pourrons affronter, je dirais, les turpitudes du quotidien et du monde. Merci un peu, merci un chat. Jocelyn, si quelqu'un veut t'avoir pour une animation quelconque, ou si tu as un projet, est-ce que tu as un numéro à donner? Oui, mon numéro personnel. Souvent, les gens m'appellent souvent mon numéro, qui est le 0696 94 41 60. Donc, voilà. Alors, c'est à l'écran déjà. Tu vois, il ne dort pas. Non, mais il est très réactif. Très réactif. J'ai écrit ça là, même. Il m'a dit, comprends l'écriture. Il dit, oui, je comprends l'écriture. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans la tête. C'est une intelligence artificielle. Mais il comprend l'écriture. Il m'a dit ça, il n'y a aucune erreur. C'est exactement ça. C'est exactement donc, ça. Oui, les gens m'appellent à ce numéro-là. Souvent, je fais ça. Je viens et souvent, je porte ma contribution. Bon, les sens, on arrive de mon caillou. Si quelqu'un se marie, on va dire, moi, sans mariage, c'est difficile. Je sais que mariage, on va dire une banque, 5 000 euros. Enfin, si vous voulez, vous le contactez, puis il va vous donner sa réponse. Absolument. Bon, Jocelyn Résina. Oui, le plaisir. C'était un plaisir. Oui. L'heure est passée super vite. Nous nous reverrons dans un bientôt lumineux. Voilà. Et puis, magnifié par le hasard. Et puis, cette émission sera rediffusée aussi de toute façon. Je prends, je garde et j'accepte. Bye bye. Et puis à un prochain rendez-vous. Merci encore. Yékrik, messieurs, mesdames, essayez de répéter ça. 4000 pattes à 4 pattes, les 4 pattes de décroche patomilat aristocrates de fond patates qui sont partis en savate de Saint-Aoman tout en plan à cause d'un manque d'antioxydants pour aller camper au Vatican pour demander au pape de changer un sac de piment contre un talisman au lieu de boire un bon dité fait cachiment de chez Madame Dame Kéléman à Té Saint-Aoman. Yékrik, essayez de répéter ça, bah, moi, s'il vous plaît. Helps them listen when they witness me. Beautiful, eye of the beholder. Love is just the hand that guides a strap up off the shoulder. Older, if you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just won't fidget.